Bienvenue pour cette rencontre Un auteur, un livre avec André Cariou ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ces rendez-vous Un auteur, un livre de la bibliothèque. C'est une saison variée qu'on vous propose cette année. Le dernier rendez-vous, on parlait poésie. Le prochain rendez-vous, on parlera avec Alice Zéniter, roman, peut-être un peu théâtre, spectacle, plein de choses diverses. Et donc aujourd'hui, on parle peinture, plus particulièrement Gauguin, de ce livre Les dessins de Gauguin, publié par André Cariou. Donc juste deux mots pour présenter André Cariou, et puis je laisse la parole à Monsieur Daniel, adjoint à la culture. Donc vous êtes... ici aujourd'hui, ce soir, conférencier pour nous parler histoire de l'art, donc historien de l'art. Et vous avez été directeur du musée des Beaux-Arts de Quimper. Et avec le lien géographique, votre spécialité en particulier, c'est donc les œuvres de Gauguin et des peintres de Pont-Aven. Donc là, sur ce livre des dessins de Gauguin, on aborde un sujet un petit peu particulier, un petit peu méconnu des œuvres de Gauguin, qui va vous permettre ce soir de découvrir des sujets nouveaux. Et puis vous avez aussi d'autres intérêts en tant qu'historien de l'art sur d'autres artistes. Max Jacob, je crois qu'en ce moment particulièrement vous travaillez sur un projet autour de Max Jacob. Voilà, donc si vous voulez dire deux mots, Monsieur Daniel aussi. Oui, bonsoir à vous tous. Oui, ce soir, Un auteur, un livre, c'est un sujet, si on peut dire, que j'ai souhaité il y a 2-3 ans. J'ai transmis donc, ce souhait à Patricia Maille et à toute l'équipe des bibliothèques de Saint-Brieuc de voir un critique d'art ou un historien d'art d'être, je dirais, le sujet de Un auteur, un livre. Et donc, lorsque la bibliothèque et Patricia Maille et toute l'équipe qui l'entoure ont pensé que André Cariou et Gauguin méritaient d'être, je dirais, au programme d'Un auteur, un livre, ceci m'a beaucoup réjoui. Gauguin, c'est pour moi, par rapport à la Bretagne, c'est un peu comme Chateaubriand. Chateaubriand a rendu... fait naître la Bretagne universelle. Gauguin, là aussi, fait la Bretagne universelle, et puis d'autres en musique, comme Alan Stivell ou Dan Arbraz. Et donc, ce soir, André Cariou, c'est très, très heureux que vous puissiez nous dire Gauguin et la Bretagne, mais pas que Gauguin et la Bretagne, Gauguin est universel. Gauguin a une vie extraordinaire, vous le direz sûrement. Et après, moi, je vais m'absenter parce que la ville de Saint-Brieuc est riche en événements culturels. Et ce soir, il y a 3 événements culturels. Il y a vous-même, André Cariou, ici, avec Gauguin, au sein de ces bibliothèques et cet auditorium de Le Braz. Il y a un vernissage à l'École des Beaux-Arts avec 2 artistes qui ont beaucoup de souffle, une céramiste et un peintre mural. Et puis, il y a aussi la nuit des conservatoires. Donc, le programme est riche pour les briochins. Et donc, je vais aller d'événement en événement jusqu'à ce soir tardivement. Mais ma passion pour Gauguin, je suis à Paris ce week-end et dimanche matin à 9h30, je serai à nouveau au musée d'Orsay, que je n'ai pas fréquenté depuis quelques années, pour à nouveau voir les œuvres de Gauguin notamment. Donc merci André Cariou, c'est une ville que vous connaissez, hein, vous le direz sûrement Saint-Brieuc dans vos propos, vous aimez, vous me l'avez dit. Et bien, ce soir, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau. Monsieur Jean-Robert, merci de vos propos et merci de votre invitation et merci évidemment à toute la bibliothèque. Le propos qui a initié ce livre, en fait, tient à peu de choses. Je me suis rendu compte à de très nombreuses reprises que finalement les dessins de Gauguin étaient très finalement mal placés, minorés, souvent figurant comme des vignettes. Si vous ouvrez un catalogue d'expositions et autres, vous verrez les peintures en belle place, page de droite, en grand format, et puis souvent les dessins comme ça sont tout petits, comme des sortes de justificatifs, etc. Et puis aussi, ce qui m'a, presque dérangé
pendant quelque temps, c'est ce qu'on a pu rapporter de la fameuse leçon de Gauguin à Sérusier. Vous savez, à un moment, Gauguin se retrouve au début septembre 1888 à Pont-Aven, à l'auberge Douanec, et puis le jeune Sérusier vient le voir, amené par Bernard, et il ne sait pas très bien comment faire, il est plutôt encore un peu académique, et puis finalement Gauguin va l'entraîner le long du bois d'amour, le long de la Veine, et va lui donner la fameuse leçon, qui va donc qui va consister à cette peinture par Sérusier. Et quand on reprend exactement les propos de Maurice Denis quelque temps après, mais qui ont été rapportés directement par Sérusier, en fait, Gauguin dit « Comment voyez-vous ces arbres jaunes? Eh bien, mettez du jaune, le plus beau jaune de votre palette, cette ombre plutôt bleue, peignez-la avec de l'outremer pur, et ces feuilles rouges, mettez du vermillon. » Et finalement, dans ces quelques mots extrêmement connus et qui vont être utilisés tout au long qui vont accompagner la genèse de l'art moderne, finalement, ils ne disent pas un mot du dessin, finalement. Et le dessin en tant que tel n'existe pas, c'est simplement une juxtaposition de couleurs pures sortant directement du tube, comme ça. Et on a presque envie de dire c'est plus une sorte d'ouverture vers le fauvisme ou vers Die Brücke, etc. Mais finalement, quelle est la part du dessin dedans? Et donc, à l'exception de ce qui peut séparer les différents aplats colorés qui sont traités verticalement comme des aplats de couleurs, il n'y a pas un seul trait, comme si le dessin n'existait pas. Et donc ça m'a toujours frappé parce que on prend cette leçon de Gauguin comme une sorte de base théorique finalement amplifiée par les propos de Maurice Denis. Et or, quand on regarde une œuvre, on va dire normale, ordinaire entre guillemets de Gauguin, on se rend compte qu'il y a une grande importance qui est donnée, en particulier, il y a des cernes qui entourent les aplats colorés, il n'y a pas qui entourent, les aplats sont plus ou moins modulés, mais on voit bien les séparations, il y a relativement peu de traits de couleurs, les couleurs sont parfois très, très vives, tout est simplifié, tout est traité de manière verticale, et en même temps, on voit que chaque plan finalement est bien séparé avec ce qu'on appelle les fameuses cernes, et c'est ça qui va être la reconnaissance de ce nouveau style qu'on va appeler le synthétisme, c'est-à-dire ce sont en fait la fameuse leçon de Gauguin, ce sont des aplats de couleurs plus ou moins pures juxtaposés, un peu comme des vitraux avec un cerne qui correspondrait au plomb des vitraux qui entourent les verres, et puis sans pratiquement de perspective, et avec cette notion, cette idée de synthétisme, c'est-à-dire c'est une synthèse entre une forme, des couleurs, etc., et un contenu symbolique. Mais le tableau du talisman daté de fin 88, si on va un peu plus loin, j'ai repris un autre élève de Gauguin qui s'appelle Meyerdehan. Il raconte à ce moment-là, il dit, rapporté par l'un des témoins, leur méthode, c'est-à-dire Gauguin et Meyerdehan, consistait à visiter longuement les points de vue qu'ils voulaient peindre et dont ils les étudiaient à satiété, les lignes, les harmonies, les couleurs et les tons, sur lesquels ils prenaient des notes abondantes, le crayon à la main. Donc il dessinait. Gauguin aimait à répéter que l'œuvre devait être complètement achevée dans l'esprit du peintre avant qu'il n'aborde sa toile. Et en fait, on s'aperçoit à ce moment-là, il y a simplement 7-8 mois de différence. En fait, Gauguin a changé totalement, ou a mis au point une stratégie qui consiste essentiellement à observer les lieux, un paysage, les personnages, dessiner très peu, et ensuite de mémoire, de travailler et de commencer à construire par des grands ensembles. Et ce dessin de Meyerdehan le montre bien, fait vraiment suivant la technique de Gauguin, et on s'aperçoit là que le dessin, la ligne est particulièrement importante et qu'ensuite la couleur va venir s'appliquer dedans sous forme d'aplats plus ou moins purs. Et donc on sent qu'il y a un bouleversement comme ça, et finalement ce n'est pas si évident que cela, et voilà. D'où ma réflexion. Alors, ce qui complique l'affaire, c'est que Gauguin est quelqu'un qui va avoir une sorte de position très, très violente de rejet du dessin académique dès l'origine. Il faut se souvenir que ce
ce garçon, entre guillemets, qui a, pour des raisons d'âge, n'a pas pu passer le concours de l'école navale, va pendant 3 ans naviguer à travers le monde comme marin du commerce, et ensuite pendant 3 ans va naviguer du Groenland jusqu'à la mer Noire comme marin de l'État. Et en 71, donc dans le cadre de son service militaire, en 1871, à la fin de la guerre franco-prussienne, il est démobilisé et il se retrouve sans activité spécialement. Et là, il y a une sorte de concours de circonstances, c'est que à cette époque-là, il était d'usage qu'un tuteur soit désigné. Là, Gauguin était orphelin de père très jeune, à l'âge de 3 ans, et donc sa mère avait désigné un tuteur qui allait s'occuper de lui, même s'il avait 24 ans. Il est né en 48, donc en 72, 71, il avait 24 ans, etc. Et donc ce tuteur, à la mort de sa mère, s'est occupé de lui a procuré un travail, etc. Et ce tuteur s'appelait Gustave Arosa, qui était un grand bourgeois parisien, grand amateur de peinture, recevant des peintres comme Jonking, Boudin, Pissarro, etc. Très introduit dans le milieu financier, son frère également qui était collectionneur, et donc Gustave Arosa va procurer un emploi à son filleul, Paul Gauguin, comme remusier, c'est-à-dire intermédiaire entre l'agent de change et les clients, on dirait maintenant trader, dans une très grande agence de change qu'appelait Paul Bertin à Paris. Et à ce moment-là, Gauguin ne connaît rien de la peinture, il n'a jamais touché un pinceau, son éducation l'éloignait, les quelques enseignements au lycée jusqu'à 17 ans ne mettaient pas l'accent sur la peinture, il n'a jamais pratiqué ni suivi de cours, et il va se retrouver dans un milieu, brutalement, un milieu où il y a des tableaux sur les murs, des tableaux très modernes, où on pratique la fille de Elisabeth, la fille de Gustave Arosa, apprend la peinture, et ils vont, ce tableau en témoigne, ils vont travailler côte à côte comme ça, et Gauguin, sans apprentissage, va se trouver au cœur de la modernité, c'est-à-dire s'approprier les leçons de ceux qui ont précédé l'impressionnisme, comme Corot, comme Jonking, comme Rousseau, etc., et puis avancer en même temps que les impressionnistes. Et puis le hasard fait, il y a d'autres hasards, le hasard fait que il a comme camarade dans son bureau chez Bertin quelqu'un qui est également travaille à la banque, qui s'appelle Claude-Émile Schufenecker, et qui lui veut vraiment faire de la peinture. Il est à la banque uniquement par défaut, et qui a déjà une certaine expérience et qui va l'entraîner aussi. Et puis autre chose, comme quoi le hasard est très curieux, Gauguin se marie en 73, et sa belle-sœur vient d'épouser un peintre norvégien très connu qui s'appelle Frits Thaulow, et donc Gauguin se retrouve comme ça tout d'un coup projeté dans ce milieu-là, et il va suivre quelques cours, mais très peu, dans une académie privée. Il ne va pas suivre le cursus, et il va en fait commencer à travailler donc comme cela sur le motif, tout de suite impressionniste, et des peintures finalement où il n'y a pas, où finalement la structure du tableau qu'on ne peut, c'est-à-dire il va procéder dès le départ comme Manet, c'est-à-dire on commence à un coin et on finit au coin opposé, tout doucement, comme ça, on ne construit pas un schéma directeur. Pour peindre de tels paysages, on n'a pas besoin d'une technicité particulière, ça se fait comme ça, petite touche par petite touche, on efface, on repart, etc. Et donc il apprend d'une manière très, très très simple comme cela, en observant. Il va passer plusieurs étés avec Pissarro pendant ses congés. Il va déménager. Entre-temps, il a fait 5 gosses. Il a épousé une Danoise qui est très très rigide, etc. Il va petit à petit abandonner, ou en fait son travail occupait moins d'importance. Il déménage. Il quitte le 16e pour aller vers Vaugirard, des quartiers d'artistes, il loue à un sculpteur un atelier, etc. Au départ, c'est la peinture de week-end, et puis après, ça devient de plus en plus important. Et il va commencer à constituer une collection importante, et il va fréquenter Guillaumin, Cézanne, Pissarro, etc. Pissarro qu'il rencontre chez Gustave Arosa, et il va suivre Pissarro sur le motif, etc. Et en fait, il apprend comme ça. Il apprend au contact de ces peintres. Alors il est très mal vu, parce que
il y a quand même, même dans ces peintres qu'on va dire entre guillemets révolutionnaires, il y a quand même un respect d'un certain milieu artistique et autres. Et donc Gauguin est considéré comme celui qui a plein de fric, qui achète, donc c'est intéressant pour les peintres, mais en même temps on n'apprécie pas spécialement sa peinture, et il sera toujours considéré comme ça, une sorte de suspicion, comme quelqu'un qui n'a pas fait le cursus, qui n'a pas fait les cours, soit à l'école des Beaux-Arts, soit passé les concours, etc., et donc qui n'a pas eu de maître, enfin bon. Et jusqu'au bout, il le sentira, mais il va rapporter plusieurs comme ça paroles de ses camarades pas très sympathiques. Et donc finalement, Gauguin, entre guillemets, il a la chance de connaître, enfin, dans son activité à la Bourse, de connaître un krach en 82, le krach de l'Union Générale, qui est resté célèbre dans l'histoire de la finance. Et du coup, ça le fait finalement quitter son travail, et puis il va être de plus en plus proche de Pissarro, et il y a quelques phrases qui disent bien. Pissarro écrit à son fils Lucien: il faut dessiner beaucoup, ce n'est qu'en dessinant beaucoup de tout et sans cesse qu'un beau jour on est tout surpris de trouver le moyen de rendre une chose avec son caractère propre. Les petits bouts de croquis ne suffisent pas, il faut en faire bien certainement pour s'habituer à voir vite et à donner le caractère d'ensemble, mais il faut se renforcer en faisant sérieusement des choses plus grandes, très serrées de contours, ne pas faire de jolis traits d'adresse, s'en tenir à la simplicité, aux grands traits qui font la physionomie. Et en fait, Gauguin, par ce rejet aussi du milieu académique qu'il détestait, il s'est finalement protégé de ces apprentissages qui conduisaient automatiquement à une sorte de faire, de sciences comme ça, un peu savantes, pour dessiner des académies ou autres, etc. Dès le départ, finalement, il a compris que le dessin, à cause de Pissarro sur motif et à cause de cette détestation du milieu académique, sa pratique était au contraire un côté plus instinctif, plus spontané, où il fallait ne pas chercher la performance du joli rendu, mais au contraire l'expression. Et donc il va de plus en plus il va rarement dessiner. On a l'impression à ce moment-là, il y a un carnet au musée de Stockholm où il y a quelques études de dessin comme ça. On a l'impression que volontairement il se refuse à aller à expérimenter le dessin. Il va dire aussi que ça fait partie un peu de l'intime. Il ne va pas vouloir exposer ses dessins. Il va rester vraiment comme si ça fait partie d'une sorte de vocabulaire personnel. Il va constituer comme ça une sorte de répertoire de formes, de motifs qui vont lui servir, et vous allez voir jusqu'à Tahiti et jusqu'aux Marquises. Et donc il va alors on ne sait pas si c'est parce que, comme il a une vie très compliquée, peu de dessins sont restés, mais ou bien parce qu'il répugnait à les garder, ou il répugnait simplement à les réaliser. Mais de cette période du début, qui était plutôt contrôlée par Mette, sa femme, parce qu'elle voulait les tableaux elle s'était réfugiée dans sa famille à Copenhague, et donc elle avait besoin d'argent, et donc lui fournissait les tableaux un peu comme une pension alimentaire, et donc du coup elle gardait tout, et on sait ce qu'elle avait, etc. Et donc il a très très peu dessiné. Il s'est pas lancé dans des études, et au contraire il a dans les rares fois où il abandonne le paysage, où donc le dessin devient plus important, volontairement, au risque de choquer, il ne refuse pas la déformation. Il dira au contraire que pour lui, le fait qu'il ne sache pas dessiner, qu'il n'ait jamais appris, au contraire, a une sorte d'avantage. Et donc, à propos d'un tel tableau, Joris Carl Huysmans a écrit « Je suis heureux d'acclamer un peintre qui est éprouvé ainsi que moi l'impérieux dégoût des mannequins pesés par un soi-disant bon goût, dessinés suivant des recettes apprises dans la copie des plâtres, la femme nue qu'il a peinte superbe et réelle, sans arrangement prémédité, sans falsification des traits et des chairs. » Et en effet, on sait très bien que, pour des raisons aussi, parce que ça a été étudié en laboratoire, on sait que, par exemple, il a beaucoup eu de mal à finir la forme du dos et des fesses, et il a beaucoup hésité finalement, et au lieu d'essayer d'atteindre une certaine perfection qui proviendrait d'un apprentissage académique, tant pis, il a exprimé ce qu'il voyait à sa façon, et donc évidemment tout le milieu bien pensant se moquait de cette façon de faire, et donc il a été parfois c'était jusqu'à l'humiliation, etc.
Et il avait donc, Gauguin à ce moment-là avait des réactions très, très, très violente. Par exemple, il écrit « Savoir dessiner, c'est pas dessiner bien. Examinons cette fameuse science du dessin. » Et c'est une science que savent tous les prix de Rome. Et même ceux qui, ayant concouru, sont sortis bons derniers. Science que tous, sans exception, ont appris en quelques années, comme de bons moutons conduits par leur berger Cabanel. Science, un des professeurs des Beaux-Arts. Science qu'ils apprennent facilement, sans effort, tout en cultivant les brasseries et les lupanards. Et il raconte en particulier avoir été totalement humilié par un critique qui est venu le voir et qui finalement voyait sa peinture, ne disait pas un mot, ne comprenait rien, etc. Et que le critique se fasse son opinion, il a demandé à Gauguin de lui présenter des dessins, parce que finalement c'était le seul critère pour les critiques, c'était savoir dessiner, avoir appris à l'école des Beaux-Arts, etc., d'après le plâtre, d'après le modèle vivant et autres, et Gauguin n'avait rien à lui montrer, et il a compris tout de suite que cette absence de pratique serait finalement un obstacle, mais dans sa carrière, etc., et qu'il faudrait vaincre sans arrêt. Alors, en 82, donc, il y a un crack, ça l'oblige donc à quitter son métier, tout le monde est licencié dans son agence, il trouve quelques petits boulots, et finalement, il décide là de se lancer dans la peinture. Il abandonne donc femme et cinq enfants, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis là, il est très influencé par Cézanne, qui lui-même avance très très fortement par rapport à l'impressionnisme habituel. Et en particulier, il va à Dieppe juste avant 85, juste avant de venir en Bretagne. Il va se retrouver là-bas. Il essaye de trouver des solutions. Il va à Rouen. Pour dépenser moins d'argent, etc. Ça va durer jusqu'à la fin de sa vie, des années absolument épouvantables. Quand on lit la correspondance de Gauguin en Bretagne, l'expression qui revient le plus, c'est « je suis retenu par la dette ». C'est pas la Bretagne est belle ou autre, il n'a pas de fric, et il crève de faim une bonne partie de sa vie. Et là, il va expérimenter à la fois les leçons de Cézanne, qui consistent à simplifier beaucoup plus les plans que les impressionnistes, quitte à rompre avec cette fameuse touche en virgule. Et puis, il est très, très influencé par les estampes japonaises, qui commencent à être de plus en plus répandues, et qui sont beaucoup appréciées par les artistes parce qu'elles proposent des façons de représenter l'espace qui n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire auparavant, depuis la Renaissance, on associe une perspective géométrique venant de l'Italie et une perspective atmosphérique venant des Pays-Bas. On mélange l'ensemble mais on respecte toujours la fuite en avant, les lignes de fuite, les obliques, les personnages qui diminuent en taille, etc. Lui, Gauguin, au contraire, va jouer sur des effets de bandeaux superposés qui annoncent qu'on trouve dans les estampes japonaises qui vont l'aider à aller plus loin. Et puis, celle-là, la représentation de gauche, les baigneuses, on voit bien aussi, c'est très japonisant, le parti pris, comme ça elles sont plaquées sur la vague, les femmes, découpées un peu à la manière de projection comme ça qu'on voyait au Chat Noir. Et donc ça, c'est un ciel très élevé, donc au sud de Bordeaux, c'est très, très novateur. Et donc, Gauguin arrive en Bretagne. Il arrive en Bretagne, non pas par exotisme, non pas sur les pas de Chateaubriand, non pas. Il vient simplement parce qu'il crève de faim à Paris. Il dort dans la rue. Il colle un peu quelques affiches la nuit dans les rues pour se faire un peu d'argent. Il a un fils qui est venu avec lui qui aussi vit dans des conditions, mais c'est absolument épouvantable Et puis à un moment, il sait, dans le milieu parisien, qu'à un endroit où il y a une auberge, où on fait crédit, c'est l'auberge Loanec à Pont-Aven, où vous connaissez la fameuse histoire, etc. Il dit, il a l'impression d'aller en exil, mais au moins il faut comme ça tenir quelque temps et puis peut-être voir venir après. Donc il débarque à Pont-Aven pour l'été 86, et à ce moment-là, donc il commence à dessiner les paysages comme il le faisait. Vraiment, c'est ce qu'on appelle la touche à la Pissarro. Les paysages sont un petit peu transformés, c'est-à-dire il n'a pas une vision comme ça, simplement en suivant les lignes. Là, par exemple, pour ceux qui connaissent, on voit qu'il a un peu traficoté. Certes, le moulin est toujours là, les fermes aussi, mais les maisonnettes. Mais normalement, à l'endroit où il peint, on ne voit pas le port tel qu'il est, donc il ouvre comme ça. Mais bon, peu de choses. Et puis les petits personnages qu'il commence à dessiner comme ça. Il n'y a pratiquement aucun personnage dans ces tableaux.
précédemment les bords de l'Oise, les bords de la Seine, quand elle peignait en compagnie de Pissarro. Et puis donc des petits personnages que l'on voit à gauche, des petites choses comme ça. Et puis il est très surpris parce que Pont-Aven, sans peintre, dans un petit village, dans 3000 habitants, c'est la peinture, une sorte d'industrie. Autant les hôteliers, autant les aubergistes, que les gens qui logent des peintres, que les marchands de peinture et autres. Bon, et surtout, les enfants et les femmes font beaucoup d'argent en posant pour les peintres. Ce que ne font pas dans d'autres lieux. En fait, je pourrais passer du temps à vous expliquer comme ça les différences entre les différents types de colonies artistiques, mais à Pont-Aven, ils ont compris le business et l'argent dès le début, et en fait les femmes et les enfants posent comme ça pour les artistes. Et donc lui, il va, et ça coûte pas cher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des artistes qui viennent là, parce que ils ont comme ça des modèles pour 3 sous. Et donc il va de lui-même, ce qu'il n'a jamais fait auparavant, il n'a jamais travaillé comme ça. Donc il va peindre comme ça des enfants ou des femmes, etc. Et puis, chose complètement différente, au lieu simplement de dessiner comme ça, il va se rendre compte qu'il y a chez ces gens-là, chez ces braves paysannes, jeunes filles, enfants, des vrais modèles professionnels. Et on voit la différence entre le dessin de gauche. Là, il fait ça de loin comme ça, des petits personnages, presque un peu comme un voyeur comme ça. Et puis à droite, au contraire, c'est une jeune fille qui pose, qui prend une forme. On voit bien, c'est pas une pose naturelle, etc. Elle obéit à la demande du peintre, et donc elle se tord, elle se contorsionne, etc. Et là, Gauguin va finalement, par cela, il va découvrir l'intérêt du dessin et ce que ça peut apporter. Et du coup, il va peindre comme cela des tableaux qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, parce qu'il va juxtaposer finalement des éléments très différents. Et là, on voit dans ce tableau de Newcastle, il y a un peu incompréhensible parce que le lieu n'existe pas. On voit une jeune fille sur une sorte de talus, donc on va retrouver donc une jeune fille qui a bien posé, etc. Et puis on voit qu'il y a à droite une vache, à gauche il y a des moutons, il y a un petit personnage qui remonte, que l'on voit là, il est en train de remonter, là c'est les chaumières du village de Pont-Aven. Donc là c'est très bizarre, cette espèce de talus, on ne comprend pas très bien comment sont hiérarchisés les plans, etc. Et on s'aperçoit que donc Gauguin va dessiner différents éléments comme ça, plus ou moins de loin, mais il va faire poser aussi cette jeune fille en l'obligeant à prendre une pose très particulière. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, en fait, il va dissocier comme ça les choses, c'est-à-dire il ne représente plus servilement un paysage et des gens à côté ou autres, ou étudier des gens qu'il va après assembler, mais au contraire, il va devenir une sorte de manipulateur d'images, prenant des éléments et reconstituant totalement des compositions d'après des éléments disparates qu'il va manipuler. Et c'est ça, en fait, Gauguin, l'invention, il est le premier à le faire, aucun impressionniste au post-impressionniste ne le fait. Lui, il va partir de là, finalement, il découvre à ce moment-là l'importance du dessin, non pas comme une pratique tendant à améliorer ses tableaux, mais au contraire comme des images qu'il va juxtaposer. Et on voit que, par exemple, durant cet été 86, il va comme ça peindre des femmes, il va s'intéresser comme tous les peintres à l'architecture de leurs costumes, à la forme des coiffes, les rubans, les ailes, le grand col de coton qui pend sur les épaules, etc. Il va, la forme du tablier, etc. Il va jouer là-dessus, il va les dessiner, et puis ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va totalement recomposer des scènes qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire là, on s'aperçoit en fait qu'il va introduire une sorte de thématique, c'est-à-dire il y a, je ne suis pas très expérimenté, il y a un talus qui est là, il y a 3 femmes de ce côté-ci, il y a une femme de l'autre côté, donc ce sont des femmes qu'il a dessinées comme ça séparément, hein, et qu'on va retrouver, j'aurais pu en mettre d'autres, et donc, mais il va inventer une histoire, et ça c'est Gauguin, c'est le premier tableau où finalement grâce à cette manipulation des images, il va inventer une sorte de thème symbolique ou autre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a des femmes qui discutent là, celle-ci, c'est même je dirais, c'est presque pittoresque, parce qu'elle est en train de se remettre un sabot, il y a l'homme qui est en train de bosser là, il coupe avec sa faux l'herbe, il y a les oies qui sont là, et les oies, elles caquettent, et donc c'est les femmes, en fait, ils représentent finalement la communauté des femmes
pendant que l'homme travaille, etc. Donc il introduit un élément symbolique comme ça, et ça va être Gauguin aussi. C'est derrière chaque tableau, il y aura une histoire finalement. Parfois on n'en sait pas le sens, parfois on sait le sens. Mais à partir de simples études comme ça, il recompose après en atelier. Et lorsqu'il rentre à Paris, donc après cet été 86, il a quantité d'images comme ça. Il a pas peint énormément de tableaux, mais il a sur place, sur le motif, parce que c'est compliqué, vous savez, la peinture, ça colle, c'est dur à manier, à manipuler, dans une petite mansarde de la pension Gloanec, c'est compliqué, enfin bon, etc. Et donc, sur le motif, on peut pas peindre des grands formats à cause de l'air, etc., du vent. Et donc, il dessine beaucoup, des petites choses comme ça, qu'il va réutiliser pas par la suite. Et à ce moment-là, de retour à Paris, il va se lancer dans la céramique avec un céramiste qui s'appelle Chaplet, parce que Gauguin, dès le départ, va éprouver le besoin de diversifier son travail pour essayer de trouver des amateurs. C'est-à-dire, si les amateurs n'achètent pas un tableau à 100 francs, ben peut-être ils vont acheter un dessin ou un éventail ou une céramique à 5 francs, etc. Donc on lui dit qu'il faut finalement s'adresser, et tout le monde l'a fait, et donc il va s'intéresser à la céramique, et il va utiliser les dessins, donc comme ces dessins de Bretonne, et on retrouve à la fois là les petites Bretonnes du grand tableau qu'on a vu, le tableau de Munich, là, les 4 femmes, ou ici la petite bergère avec la petite bergère du tableau de Newcastle qui est là avec la vache par derrière, etc. Donc avec des céramiques qui à ce moment-là sont encore, on va dire, tournées normalement par Chaplet. Il va essayer comme ça, il va réutiliser tout de suite. Et là, ça c'est un autre aspect de Gauguin qui est vraiment important, c'est-à-dire il va s'attaquer à de nombreux supports ou techniques différents. Ça va être la sculpture sur bois, la céramique, le dessin, la lithographie, la zincographie, le pastel, les monotypes, etc. jusqu'à la fin de sa vie, et jouant sans arrêt comme ça d'éléments très différents. Et donc, comme ses amis impressionnistes, il va se lancer dans l'élaboration d'éventails. Alors, ce ne sont pas du tout des éventails pour être collés comme ça et utilisés. Simplement, c'est la forme. Il faut se replacer dans ce goût absolument délirant de l'Occident pour le Japon. Lorsque le Japon a ouvert ses frontières et autres en 1856, et donc c'est devenu une mode, et donc tous les différents types d'objets ont circulé, ont été achetés, et les peintres s'y sont mis, en particulier les impressionnistes, là aussi pour trouver des débouchés, mais en même temps parce qu'il y avait ce goût pour le japonisme, et dans un tel éventail, on s'aperçoit qu'il retrouve, il a la jeune fille qui s'est contorsionnée, que je vous ai montré, il retrouve l'une des jeunes filles des 4 Bretonnes du tableau de Munich, et là une autre qui a l'autre sens. Et donc, en fait, les artistes à ce moment-là, mais c'est Degas, c'est Pissarro, c'est Berthe Morisot, c'est Marie Cassatt, c'est Félix Bragmont, etc. Ils aimaient en fait l'éventail, outre le fait que c'était une sorte de diversification de leur travail, mais parce que la forme même de l'éventail obligeait à composer différemment. C'est-à-dire quand on suit la grande courbe, on répartit les formes différemment, soit on les fait traversantes, ou bien on isole comme ça de chaque côté. Donc c'est une sorte d'exercice formel très, très intéressant, et Gauguin va évidemment appliquer cela parce qu'il a ce goût d'expérimenter comme il le fait dans d'autres domaines. Et donc à ce moment-là, sa relation est très très compliquée avec le dessin, parce que par exemple, il va dire à propos de Degas, il dit c'est un impressionniste qui dessine, comme si finalement dans le milieu impressionniste on ne devait pas dessiner. Seul Degas, avec lequel il était très lié, trouve une sorte de grâce auprès de lui. Il va toujours détester le savoir-faire, l'apparence et autres, etc. Et puis il va amplifier son travail, donc à Paris pendant l'hiver 86-87, et en particulier il va reprendre là systématiquement des formes pour cette baigneuse, ces études de nu. Alors c'est des baigneuses qu'il observait au bas de la montagne Saint-Michel à Pont-Aven, à marée haute.
les jeunes filles et les jeunes garçons se baignaient nus. Hein, c'était une pratique, je dirais, habituelle à ce moment-là dans cette région-là de Bretagne. Je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas au Pouldu, à Pont-Aven, et dans le pays Bigoudin, etc., les Douarnenez, enfin on sait que les enfants se baignaient nus jusqu'à, mettons, l'adolescence, etc. On a perdu les dessins qui ont été réalisés, où ils ont été détruits, ou on les a perdus, qui ont été réalisés sur le motif, qui certainement n'étaient pas grands. Hein. Les dessins que je vous ai montrés, ils sont grands comme ça, à peu près 10 cm dans le carnet qu'on appelle le carnet de Hammer de Washington, et les autres sont un peu plus grands, mettons 15-20 cm, les études un peu plus élaborées. Et donc là, il va à Paris, il va reprendre ses dessins, et il est très marqué à ce moment-là par une exposition de dessins de gars, des grands pastels, montrant surtout des baigneuses que vous connaissez, des danseuses, des baigneuses, etc. Ou des baigneuses au sens de femmes qui se lavent aussi, qui se courbent parce qu'elles ont le tube par terre et pour passer le gant, enfin bon, etc. Et donc il va dessiner comme cela des études. Et ce que j'attire votre attention sur le fait que, donc là on est en bas au bord de la Venne, il y a cette jeune fille qui est là, qui se baigne en fait. Et simplement, elle se lance dans l'eau, et c'est un mouvement que l'on a tous fait, que l'on fait, c'est-à-dire quand on aborde, on se protège un peu finalement la tête en mettant les deux bras en avant comme ça. Je dis ça parce que vous allez voir que jusqu'à Tahiti, jusqu'à la fin de sa vie, il va retravailler ce thème de la baigneuse. Et donc, à partir de ces thèmes-là, à Paris, il va reconstruire donc des thèmes qu'il a pris comme ça, 2 femmes, 2 enfants séparés, etc. Il va imaginer un tableau. Là, on retrouve l'arbre au traversant. Ça, c'est à la fois très japonisant, mais c'est aussi très, très Cézanne, hein, de couper comme ça l'espace, de ne pas arrêter, à la fois de créer des zones dans le plan du tableau, mais en même temps de ne pas séparer, c'est-à-dire l'œuvre continue en haut et en bas. Donc la jeune fille ici, qui ressemble plus d'ailleurs à un modèle parisien, entre guillemets, hein, plutôt, on a l'impression que là il a fait poser quelqu'un à Paris. La petite bretonne ici, un peu mal foutue, malingre, etc. Et puis donc il se baigne. Et puis ce qu'on voit là, ce que Gauguin introduit, c'est le cochon qui arrive. Premier tableau érotique chez Gauguin. Il y a toujours chez lui, il y a toujours des choses comme ça à voir. Donc le cochon qui arrive là va perturber les 2 jeunes filles. Enfin, on peut le penser, etc. Et ce genre de tableau, évidemment, va être très, détesté parce que on va dire mais la jeune fille à droite, elle est malingre, elle a aucune forme, c'est caricatural, etc. Enfin, il va jouer volontairement comme ça sur des formes peu harmonieuses, etc. Il dira je suis peut-être un artiste plein d'hésitation et peu savant, mais comme homme du monde, je ne laisserai à personne le droit de me molester, etc. Parce que on le critiquait sans arrêt, etc. Et puis il va donc s'employer par la suite à multiplier donc ces formes-là. On retrouve donc les 2 petites bretonnes au bord de la Venne. Donc elles jouent aussi la relation, la dissymétrie dans la surface de l'éventail. Mais aussi ça va continuer sous forme de céramique. Alors les céramiques ne sont plus les céramiques qui étaient tournées par Chaplet. Ernest Chaplet était l'un des plus inventifs des céramistes de son temps, mais qui au départ... c'est pas grave, je parle assez fort. C'est juste une histoire d'interrupteur. C'est moi qui fais des bêtises. Oui, c'est moi qui fais des bêtises. Et donc, il ne va plus se contenter de ce que vous avez vu peut-être rapidement, mais des vases rouleaux comme ça, ou une jardinière qui était réalisée par Chaplet, sur lequel Gauguin venait appliquer des motifs. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le travail sur la céramique, la pose des émaux, ce n'est pas du tout comme la peinture. C'est-à-dire, d'abord, le nombre de couleurs des émaux sont très... le nombre est très limité, on ne peut pas mélanger comme ça, et donc on est obligé d'appliquer quelques couleurs et surtout de ne pas les mélanger parce que ça ferait des effets catastrophiques. Et donc du coup, ce travail sur la céramique, le décor comme cette céramique, va pousser Gauguin à simplifier de plus en plus, et on s'aperçoit que ce travail à la fois sur les dessins, sur la céramique, sur l'éventail, et ça, va l'amener à évoluer et à simplifier de plus en plus. Et par la suite, il va, d'une manière totalement
totalement délirante, il va imaginer des sortes de sculptures céramiques qui n'ont plus rien à voir, qui n'ont plus tellement de fonction, parce que quand on croit qu'elles ont... Je crois que c'est un défaut de... On va appeler l'électricité. Et donc, il va imaginer des formes très étonnantes, pleines de fantaisie. D'ailleurs, il dit que c'est absolument invendable, mais qu'importe, c'est l'esprit de Gauguin, alors qu'il crève de faim, n'est pas de faire des choses vendables, et avec des formes où il réutilise. On voit ici la baigneuse qui est là, on voit une autre qui est là. Alors, ce sont des formes de coupes, des formes de paysages comme ça, où il va dessiner, sculpter. On appelle ça finalement des sculptures, des céramiques sculptures. Il va intégrer des éléments, des petites bretonnes, des petits bretons, garde-doigts, bergers, etc. Et puis baigneuses et autres. Et donc, et concevoir cet ensemble évidemment totalement invendable. Et puis à droite, il va créer une série de ce qu'on appelle les incographies. En fait, les incographies, il faut imaginer le terme lithographie, sont les incographies, c'est une technique de reproduction d'estampes, non pas sur une pierre lithographique, mais sur du zinc. C'est moins cher, etc. Et donc, plus difficile à faire. Et donc, il va travailler parce que Theo van Gogh lui a conseillé de trouver une solution pour essayer de faire connaître son travail, et donc il va, comme ça on appelle ça la suite Volpini sur papier jaune canari, il va reprendre des motifs qu'il va redessiner, et on voit, là il reprend, et ce qui est intéressant dans cette reprise de la petite baigneuse de Pont-Aven, qui était au départ donc au bord de la Veine, marée haute, etc., c'est qu'on voit là qu'il va l'associer avec une femme se jetant dans la vague, c'est-à-dire c'est une femme du Pouldu. C'est-à-dire il va finalement partir de cette jeune fille qui se baigne comme ça dans une eau plate, marée haute dans la Veine, et puis au contraire il va du Pouldu avec des rochers qui sont là, les rochers noirs, et donc c'est un thème qu'il va après combiner. On a l'impression comme ça, il avance petit à petit par étapes, c'est jamais prédéterminé, il invente ses thèmes au fur et à mesure finalement, partant d'une chose, avec des étapes sans qu'il sache vraiment ce que cela donne. Ça part et ça revient sans arrêt. Essayez peut-être celui-là. Voilà. Et puis, à ce moment-là, Gauguin se retrouve au retour de Pont-Aven et après ses mois à Paris. Il sait que la solution pour lui, parce que finalement il n'est pas du tout reconnu, la solution c'est de trouver un endroit où il puisse travailler sans dépenser d'argent. Donc, je me répète, sa femme est à Copenhague avec les 5 enfants. Et donc, la solution va être de partir à Panama. Je passe sur les épisodes parce que son beau-frère est là-bas, parce que lorsqu'il était marin de commerce, il était en remontant le long du Chili, il avait entendu parler d'une île extraordinaire au large de Panama, côté Pacifique, qui s'appelle Taboga, etc., où il suffisait de se lever pour décrocher des fruits ou de se baisser pour récupérer du poisson, et on pouvait vivre comme cela. Et puis, donc il voulait se débarrasser de tous les contingences matérielles et pouvoir se consacrer à sa peinture. Imaginons que c'était quelqu'un qui était un bourgeois richissime 5 ans auparavant, quoi. Il a tout coupé, et jusqu'à la fin de sa vie, vous allez me dire évidemment tous les uns les autres, mais il a laissé tomber ses enfants, sa brave femme, etc. Mais il a une énergie qui est absolument sidérante de le pousser comme ça en avant, de vaincre tous les obstacles, et il aimait énormément ses enfants, il était totalement malheureux de ne pas les voir, et donc, mais la seule condition pour pouvoir avancer dans son travail, c'était vraiment d'aller plus loin. Et donc il part à Panama, catastrophe, enfin bon, rien ne se passe comme prévu, mais au retour, il s'arrête à la Martinique où il avait fait escale auparavant, et là il va avoir un moment, malgré la maladie, tout ce qu'il a attrapé à Panama, fièvre jaune, etc., il va avoir un moment où finalement les couleurs la lumière différente va lui permettre d'amplifier finalement la gamme colorée avec des couleurs beaucoup plus fortes, beaucoup plus simplifiées pour isoler des couleurs très différentes. Il va jouer beaucoup plus sur cette séparation par des cernes, et donc ça va le pousser à aller plus loin, avec aussi une grande influence de plus en plus forte des estampes japonaises. Et quand il revient lorsqu'il revient à Pont-Aven par défaut,
au début de 88. Il n'a pas d'argent pour payer des modèles. Et d'ailleurs, les modèles, ils ne sont pas là. Les modèles sont là pendant la belle saison, quand il y a 100 peintres qui traînent dans le village. Et donc, il va se retrouver finalement à dessiner des personnages, mais uniquement de mémoire, c'est-à-dire il ne va pas aller comme ça les voir. Les gens ne sont pas là, les gens ne sont plus là, et donc c'est une période aussi où il est plutôt malade, il est seul, il neige, on est très loin de la vision un peu idyllique de l'été 86. Et là, il a beaucoup de mal. Il va apprendre à dessiner comme ça de mémoire, il va se forcer. Donc il observe et puis après il dessine, et ça va l'amener à dessiner des œuvres de plus en plus structurées, de plus en plus fortes, où le trait devient de plus en plus fort. Ce n'est plus du tout les petits effets comme ça de hachure pour donner du modelé, ou c'est plus du tout ça. Au contraire, c'est très très violent, et quand vous voyez ce genre de dessin, vous dites mais ça c'est Tahiti et autres. Non, c'est début 88 en Bretagne. Et donc c'est le carnet qu'on appelle le carnet 8 qui est conservé à Israël, au musée d'Israël à Tel Aviv. Et donc, il va reprendre à ce moment-là des sujets. C'est une période où il a compris que finalement la Bretagne pouvait lui apporter quelque chose. Je vais vous dire de mémoire une très jolie phrase qu'il dit à Schwenecker à ce moment-là. Il dit, d'abord il dit à sa femme, je retourne à Pont-Aven parce que il me faut plusieurs mois pour travailler. De mémoire, il faut que je travaille 8-9 mois d'affilée pour mener à bien le travail que je n'ai simplement aperçu. C'est-à-dire, durant les 3 mois de l'été 86, il avait finalement simplement vu quelque chose, entreaperçu et autres. Et là, il va revenir volontairement dans l'attente d'aller ailleurs. C'est pas un but en soi. Il vient pas du tout dans un esprit d'ethnologue ou par exotisme, comme je l'ai dit. Il vient vraiment parce que il peut attendre. Il vit à crédit. Il peut attendre la suite, etc. Surtout que ces tableaux de la Martinique intéressent beaucoup Theo van Gogh et qu'il les commercialise et qui étonnent beaucoup parce que ce sont des thèmes très très novateurs. Et donc là, Gauguin va retravailler et il dit à Schwenecker, j'aime la Bretagne quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. Je la sais par cœur parce que c'est une très très jolie citation, très jolie phrase. Et donc en fait, il sent que la Bretagne peut lui apporter quelque chose et donc il va approfondir sa démarche. Alors au départ, il est très malade, il fait froid, il neige, comme je l'ai expliqué, il est tout seul. Donc finalement, il y a une sorte de régression par rapport à ce qu'il avait fait à la Martinique. Il reprend des dessins un peu traditionnels, des études, etc. Et au bout de quelques semaines, on sent qu'il a totalement évolué. Donc c'est quasiment le même sujet, mais on voit déjà la différence entre un dessin qui est un peu traditionnel, où il y a ces effets toujours un peu de matière ou de volume, etc. Et puis un autre dessin où finalement il dessine seulement le personnage comme ça, presque un seul trait, etc. Et la peinture elle-même est évidemment beaucoup, beaucoup plus structurée. Et à partir de ce moment-là, il va évoluer très, très rapidement en faisant totalement abstraction de la réalité, c'est-à-dire lorsqu'il passe alors à ce moment-là, les citations, il ne parle pratiquement jamais de sa peinture. Il annonce un petit peu à ses camarades lorsqu'il envoie, là par exemple, la lettre du milieu, le dessin du milieu, c'est un dessin sur une lettre à Van Gogh où il dit voilà j'ai fait telle chose, etc. Je vais vous retrouver la citation. Et il dit, en fait, il est très influencé par les estampes japonaises. Et là on le voit par la découpe, il va inventer totalement des formulations de l'espace avec ce grand aplat coloré, la prairie qui est juste au-dessus du déversoir de la veine. Il va jouer aussi des personnages comme s'ils étaient plaqués, c'est-à-dire et jouant sur les déformations. On voit comment sont les pieds par exemple ici. Comment ils sont traités. Et il va dessiner séparément 2 enfants qui font la lutte bretonne. On voit comment il explique d'ailleurs. Peu importe la réalité anatomique, etc. C'est plus tout son problème. Ce qu'il veut, c'est montrer l'expression, la lutte, etc. Et donc il va coller ce groupe sur cette prairie. Avec ici, étrangement, un gamin qui remonte, donc on voit le bief, la chute d'eau est là, on voit l'eau. Le gamin remonte le talus, ici, qui sépare l'eau canalisée qui passe devant un moulin
de la prairie. Et puis il y a ici quelques vêtements, une chemise blanche, un chapeau, etc. Et donc elle va jouer sur... Et là on retrouve, il emprunte en fait à Hokusai, à une manga d'Hokusai, il reprend aussi ce qu'il a vu dans des combats de lutte bretonne au-dessus de Pont-Aven à Nison, et en même temps il va créer un espace comme ça, sans horizon, sans ciel, etc., comme si c'était une sorte d'aplat vert, tout vertical comme ça, sur lequel il collait, et j'emploie le terme brutalement, un groupe. Et pour vous expliquer cette démarche, je reprends le même lieu, un tableau qu'il avait peint l'année avant, pardon. Il avait peint avant, c'est le fameux tableau d'Hiroshima, où là, vous voyez, on retrouve la prairie qui est là, le bief, vous voyez, l'eau qui est là, mais là, il peint, vous voyez, on retrouve exactement le site du tableau, on connaît un dessin du lieu, c'est-à-dire en 86, il a, d'une manière un peu servile, il a peint finalement le lieu comme cela, les maisons, etc., le moulin. On imagine qu'il y a eu d'autres dessins. On connaît aussi des dessins de différents personnages comme ça, qui sont vus un peu de loin, etc., où il est très descriptif, hein, presque anecdotique, parce qu'il décline un peu les différents éléments de la scène, c'est-à-dire le gamin qui se repose, qui s'essuie, ceux qui vont aller dans l'eau, les petites gamines qui observent, etc., avec une description du lieu, même s'il n'y a pas d'horizon. Mais dans le tableau qui vient juste après, il y a une très grande nouveauté, évidemment, par ce parti pris. Il écrit à Van Gogh, je viens à Schwedeker, je viens de faire quelques nuits dont vous serez content. Ce n'est pas du tout du Degas, parce qu'avant il avait vraiment observé Degas, et puis on l'avait critiqué en disant Degas, il fait du mauvais Degas parce que c'est pas dessiné. Et il dit le dernier est une nuit de deux gamins près de la rivière, tout à fait japonais par un Français, Ibar, sauvage du Pérou, très peu exécuté, pelouse verte et le haut blanc. Et à Van Gogh il dit à Vincent, je viens de terminer une lutte bretonne que vous aimerez, j'en suis sûr, deux gamins caleçon bleu et caleçon vermillon, un dans le haut à droite sortant de l'eau, pelouse verte, véronaise, pure, dégradant jusqu'au jaune de chrome, sans exécution, comme les crépons japonais, en haut cascade d'eau bouillonnante, blanc, rose et arc-en-ciel sur le bord, près du cadre. Et voilà, il s'en tient à ça, et cela montre comment finalement, c'est les préoccupations plastiques qui l'intéressent, c'est-à-dire il insiste plus sur la couleur, le vert véronèse de la pelouse et autres, alors que en réalité, il apporte une vision totalement différente d'un thème et il propose des solutions plastiques où là, c'est plus simplement une scène descriptive comme ça, mais c'est vraiment la lutte de deux enfants et il réussit finalement à faire abstraction du reste. Et donc à ce moment-là, il va au Pouldu, il va totalement innover, ça va aller très vite. Il faut que j'aille beaucoup plus vite, parce que en fait les paysages du Pouldu avec les falaises et autres lui procurent des points de vue tout à fait nouveaux, et donc il va rompre. Auparavant c'était les bords de la Marne, de l'Oise, de la Seine, etc., des paysages toujours un peu plats. Il connaissait pas finalement l'océan, sinon les deux tableaux de Dieppe que je vous ai montrés. Et au Pouldu, il va se permettre et en même temps avec sa vision liée au japonisme, de peindre depuis le haut des falaises, quitte à rajouter d'ailleurs un rocher, une grande objectif japonais. Il abandonne tout naturalisme, c'est-à-dire le sable est devenu rouge vermillon, le sable un peu jaune est devenu rouge, peu importe de la qualité. Il reprend des sujets tout à fait japonais, et là dans le tableau d'Orsay, on voit comment il combine, c'est-à-dire il reprend plusieurs points de vue. C'est-à-dire qu'on est au bord du gouffre, là au Pouldu, on ne peut pas du tout voir cela. C'est-à-dire on est au bord, mais on verra pas le fond du bord, on verra pas les côtés, etc. Et donc il combine plusieurs endroits. C'est un peu comme s'il composait un puzzle finalement. Et là, avec de telle façon qu'on ait à la fois un bateau qui passe, donc élément symbolique, une vache qui est là, le tas de blé, le bord de la falaise, des grands rochers, etc. Et donc il joue comme ça verticalement, comme une suite d'aplats. Et puis, donc, et là je vais assez vite, il va construire à partir de ce moment-là des tas d'œuvres très structurées, où finalement le dessin compte beaucoup plus, le dessin qui est un dessin réfléchi, et on le voit par exemple dans les dessins pour cette vision du sermon qui est considéré comme le tableau emblématique. En fait, il va composer d'une manière totalement personnel, sans aucun contact avec la réalité, parce qu'en fait, ce qu'il représente, c'est le contenu du sermon
et la façon dont les braves femmes de Pont-Aven le reçoivent, c'est-à-dire elles écoutent le curé qui fait son sermon. On voit pas le curé, on voit pas l'église, mais on voit le contenu du sermon, c'est-à-dire la vie de Jacob et de l'ange. Et c'est par ça, à la manière japonaise, avec une oblique, le tronc d'une oblique qu'on retrouve dans les estampes, et donc tout est dessiné, structuré. C'est une composition beaucoup plus réfléchie, comme si finalement, mais ce n'est pas dessiné sur le motif, c'est dessiné uniquement d'après sa réflexion. Il pense à un thème religieux, il a observé ces femmes dont la piété lui a fait grande impression, il assistait au pardon, aux messes, etc. Et il voyait combien le curé en même temps avait de l'importance pour ces braves paysannes, et donc il interprète à sa façon, sans les faire poser, sans rien, simplement comme ça, avec un dessin qui va structurer, un dessin réfléchi de mémoire, et tout se fait comme ça de mémoire. Et donc, à partir de ce moment-là, Gauguin va inventer comme ça des sujets qui vont apparaître, dont on n'a pas vraiment les explications. Sont des sujets comme celui des misères humaines. Au départ, c'est une simple nature morte avec une jeune fille qui est là, une gamine, qui se tient comme ça les deux joues, et on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Il écrit. Il écrit parce que ce tableau va être repris abondamment, et donc par exemple le tableau ce qu'on appelle les misères humaines, qui est le tableau de Arles, il dit il écrit toujours à Schwedecker, apercevez-vous dans les vendanges une pauvre désolée, ce n'est pas une nature privilégiée d'intelligence, de grâce et de tous les dons de la nature, c'est une femme, les deux mains sous le menton, elle pense à peu de choses, mais sans la consolation sur cette terre, rien que la terre que le soleil inonde dans les vignes avec son triangle rouge. Et donc il va reprendre là, il est parti retrouver Van Gogh, il va reprendre ce sujet qu'il a inventé, qui est une sorte de pauvresse comme ça, il en reparle à Bernard, des vignes pourpres formant triangle sur le haut jaune de Chrome, à gauche bretonne du Pouldu, noir tablier gris, deux bretonnes baissées, à robe vert clair et corsage noir, au premier plan, terrain rose et pauvresse en cheveux orange, chemise blanche et jupe terre verte avec du blanc. Le tout fait au gros trait rempli de tons, presque unis, avec le couteau très épais sur de la grosse toile à sac. C'est un effet de ce vigne que j'ai vu à Arles, j'ai mis des bretonnes, tant pis pour l'exactitude. Et en effet, dans cette récolte à Arles, on retrouve une femme du Pouldu, deux femmes de Pont-Aven, et cette pauvresse qui est là, et on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait absolument pas. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a réussi à donner vraiment du sens. Et c'est une figure qui va comme ça qu'il va reprendre. Il va reprendre habituellement. J'étais trop vite. Voilà. Il va reprendre sous différentes formes. Et là, on s'aperçoit que le dessin va jouer un rôle. Ici sous la forme dessinée au Pouldu, là sous la forme de zincographie, et ici en 1900, peu avant qu'il ne meure, aux Marquises, où il reprend ce thème des misères humaines, etc. Et donc, comme je l'ai dit, en mélangeant une scène de Arles, de Provence, avec des figures de Bretagne, etc. Et donc, Gauguin est une sorte de grand manipulateur, comme ça. Il est le seul, si on le compare aux différents tenants de l'impressionnisme, il est du post-impressionnisme, que ce soit Cézanne ou Seurat ou Van Gogh et autres, il est le seul, finalement, à ouvrir à des nouvelles perspectives. Et d'ailleurs, ça va être... à un moment, il demande à Strindberg d'écrire une préface pour son exposition de 91, quand il va partir à Tahiti, et Strindberg refuse finalement, et Gauguin va publier sa lettre, et Strindberg, dans cette lettre, elle lui dit qu'il est un manipulateur, comme ça, qu'il emprunte des choses, comme un gamin qui joue avec des choses, qu'il assemble comme ça, et ça, c'est très novateur, et d'ailleurs, Alfred Jarry va être sans doute le premier, lorsqu'il va rencontrer Gauguin en 94, le premier à apporter sa caution et à montrer ce côté très, très moderne, finalement, qui ouvre des portes à l'art moderne. Donc Gauguin dessine abondamment, manipule les choses, on voit sa fantaisie, par exemple ici, où là, on retrouve les petites bretonnes qui lui ont servi pour les 4 bretonnes au tableau de Munich, et là, en dehors du cadre, il fait apparaître 2 chats, là, il reprend encore d'autres figures, etc., pour ses zincographies. Il y a beaucoup d'inventions, et des inventions qui se retrouvent très peu, finalement, il y a peu de dessins qui nous sont restés, parce que
Gauguin, il garde des carnets, mais on a l'impression qu'il élimine beaucoup de choses. Et par exemple, pour un tableau comme le Christ jaune, on ne connaît que cette étude qu'il a faite d'après le Christ de Trémalo. À un moment, je n'ai pas la citation là, qui serait au fond de mes papiers, mais il dit lorsqu'il y a cet incident avec Vincent et que Vincent a voulu le tuer, bon, et quand Vincent s'est retrouvé à l'hôpital après l'épisode de l'oreille, Gauguin repart précipitamment dès que Théo est arrivé à Arles, et là il a laissé sur place ses carnets, et après il lui écrit en lui disant mais il faut me ramener mes carnets parce que en fait sont des outils de travail très très importants. Ces petits carnets que vous avez vus là, les petites bretonnes, en fait il va toujours veiller à les garder, y compris jusqu'à ces dernières années aux Marquises. Et donc Gauguin va abondamment dessiner. Là encore, c'est un tableau dont on ne sait rien, malgré les différentes explications. C'est un paysage qui est devant son atelier à Les Avennes. Ce personnage, il y a une sorte d'enclos sacré avec ce mur. Il y a ces femmes qui sont là autour, comme des saintes femmes qui sont là. Et puis cet homme qui passe par-dessus comme s'il s'éloignait. Il n'y a pas vraiment d'explication, sinon l'appropriation par cette population bretonne de leur religion dans leur quotidien. De la même façon, il extrait un calvaire de Nison près de Pont-Aven et il implante 45 km plus loin, en 40 km, sur la dune du Pouldu. Et il dit simplement, là, dans la petite carte là, c'est sur une carte de visite, il dit calvaire, froide pierre du sol, idée bretonne du sculpteur qui explique la religion à travers son âme bretonne, avec des costumes bretons, la couleur locale bretonne, bouton passif. Et donc un petit dessin comme ça. Et à l'arrière, il dit le tout dans un paysage breton, c'est-à-dire poésie bretonne, son point de départ, couleur entraîne l'entourage en harmonie ciel, etc. Triste affaire, en opposition, la figure humaine, pauvreté de vie. Et donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais finalement, c'est l'écrit compte très peu. Je vous ai dit, il parle essentiellement d'argent, de repartir. Sauf quelques semaines en Bretagne, il est là parce qu'il ne sait pas où aller. Il sait que la Bretagne lui apporte beaucoup parce que il va trouver au Pouldu à s'isoler. Et le célèbre tableau Bonjour Monsieur Gauguin n'est pas simplement une interprétation, le titre n'est pas simplement une mauvaise interprétation du titre du tableau de Courbet. Vous savez, Courbet a peint ce fameux tableau du musée de Montpellier, Bonjour Monsieur Courbet, où on voit son mécène Alfred Bruyas qui l'accueille avec son valet. Et Alfred Bruyas était le fils d'un banquier de Montpellier qui lui a commandé le tableau. Là, ça n'a rien à voir. Gauguin, au contraire, se moque. Il est très souvent très, très ironique. Il sait que tout le milieu fonctionne. Certains font quand même de l'argent et autres. Les impressionnistes commencent à bien réussir. Et lui, est toujours celui qui crève de faim et qui n'arrive pas et dont on se moque. Et donc, il vit ça très mal. Et donc, par ironie, il va appeler ça Bonjour Monsieur Gauguin. Mais le sens est beaucoup plus fort. C'est un vrai rite de passage. C'est-à-dire, il quitte la civilisation représentée par la maison et il demande à la paysanne l'autorisation. C'est elle, la paysanne qui tient une laisse, qui a abandonné sa vache quelque temps. Elle va lui ouvrir cette barrière et lui se présente comme ça, comme celui qui va passer dans un autre monde, et celui du Pouldu, où finalement au contact des gens, il va avoir une relation avec la population, avec les éléments de la nature complètement autre. C'est-à-dire, il va dire je trouve finalement le primitif que je cherche en moi, je le trouve au contact de ces personnes-là, de ce monde, de cette nature, sans aucune ironie de sa part, sans rien. Et c'est un paysage qui est très très préservé. Les mauvaises cartes postales ultérieures montrent mal en fait la réalité. C'est un paysage où il y avait pratiquement personne. Il y avait simplement 4 maisons lorsqu'il est arrivé au Pouldu. C'était très isolé. Et donc là, pendant quelques semaines, il va avoir une vie en 89, 90. Il va quand même pouvoir travailler beaucoup plus et avoir des relations très très fortes avec la population. Et on voit comment là, il passe d'un dessin, ce sont les petites gamines qui étaient là, les filles d'un fermier des environs qu'on connaît, les filles Brangoulot. Il va les dessiner très simplement, comme ça, deux petites gamines avec sur un fond beige, etc. Et puis il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de moquerie, il n'y a rien. Et donc il va après composer le fameux tableau de Tokyo. Et là, il va
comme pour les baigneurs, il ne va pas hésiter à déformer, etc., les mains, les pieds. Et puis, il va totalement associer ces figures avec un fond fait aussi même si le fond on reconnaît la côte du Pouldu, enfin, mais un fond avec aussi une série de couleurs très, très fortes, comme le rouge qui est ici, le rouge qui est là, qui isole, et les deux gamines prennent finalement une position comme ça, prennent une place dans leur pays. Ce qu'il veut représenter, c'est comment elles sont présentes. Il dit, moi, ce que je fais surtout cette année, il écrit à Vincent, ce sont de simples enfants de paysans se promenant indifférents sur les bords de la mer avec leurs vaches. Seulement, comme le trompe-l'œil de plein air, et quoi que ce soit ne me déplaît pas, je cherche à mettre dans ces figures désolées le sauvage que j'y vois et que j'ai en moi-même. Ici en Bretagne, les paysans ont un air du Moyen-Âge et n'ont pas l'air de penser un instant que Paris existe et qu'on reçoit en 1889. Tout le contraire du Midi. Ici, tout est rude, comme la langue bretonne, bien fermée, il semble à tout jamais. Et il va faire... Donc, il se moque pas des gamines, même si elle dit elles ne savent rien, la civilisation Paris, etc. Contrairement d'ailleurs à Arles, qui n'avait pas du tout aimé. Mais au contraire, il y a une telle relation avec le pays que, au contact de ces gens-là, qu'il fréquente dans les fermes, dans les hameaux, il va essayer de s'approprier finalement cette nature, qui est en lui-même, c'est-à-dire ce côté primitif, non civilisé, etc. Et donc, Gauguin va se lancer dans des tas de thèmes très, très novateurs à l'époque, comme le thème des pêcheuses de goémons, les femmes qui vont récupérer le goémon d'épave au moment des grandes marées. Il écrit à Vincent en ce moment, et donc à partir de ces dessins-là, je viens à ma citation, il va dire, en ce moment-là, je fais une toile de 50, des femmes ramassant du goémon sur le bord de la mer, ce sont comme des boîtes étagées de distance en distance, vêtements bleus et coiffes noires, et cela malgré l'âpreté du froid. Fumier qu'ils ramassent pour fumer leur terre, couleur ocre du rue, avec des reflets fauves, sable rose et non jaune à cause de l'humidité probablement, mer sombre. En voyant cela tous les jours, il me vient comme une bouffée de lutte pour la vie, de tristesse et d'obéissance aux lois malheureuses. Cette bouffée, je cherche à la mettre sur la toile, non par hasard, mais par raisonnement, en exagérant peut-être certaines rigidités de pose, certaines couleurs sombres, etc. Et on voit bien comment il construit son tableau, c'est-à-dire il combine en même temps, ce sont des formes qu'il isole, qu'il a dessinées, on a des dessins des différentes figures, et en fait il construit cela comme une sorte d'assemblage, en donnant donc le sens qu'il veut donner et qu'il perçoit. Et donc, et c'est évidemment, un tel tableau n'a rien à voir avec les dessins comme ça qu'il observe de manière beaucoup plus spontanée. On voit comment, chez Gauguin, toujours la réflexion est forte, toujours un travail par rapport à la réalité, c'est toujours décalé, c'est-à-dire c'est le travail de mémoire. Il se fixe comme ça, c'est-à-dire il s'abstrait, il dit souvent que l'art est une abstraction et que sa théorisation de la peinture passe par ces mots-là, c'est-à-dire il est très en avance sur son temps, c'est-à-dire malgré des thèmes figuratifs, il construit vraiment couleur par couleur, et là on le voit dans cette citation, que je vous lis trop rapidement, mais il construit comme des boîtes finalement, qu'il assemble comme des éléments d'un puzzle, avec des figures et autres, mais avec un sens qu'il perçoit, qui est le sens de ces gens-là. Dans le froid, il était tout à fait sensible à l'épisode, c'est-à-dire les gens dans le froid vont chercher de l'eau, le ramassent, le transportent, vont le faire brûler, etc. Enfin, il ressent la difficulté de cette population et sa peine, et donc... Alors à côté de ça, à un moment, il n'a plus du tout d'argent pour de la toile, pour des pinceaux et autres, de la couleur, et donc il va dessiner quelques très grands dessins, c'est au crayon de couleur, au pastel, donc c'est moins cher, le papier est moins cher que de la toile, quelques très beaux dessins, et puis il va inventer des thèmes qu'il va resuivre comme cela, thème qu'on appelle Ondine. Rappelez-vous de cette petite baigneuse au bord de la Veine, en bas de la montagne Saint-Guédolé, comme ça, qui se jetait dans l'eau. En fait, et rappelez-vous aussi, c'est une zincographie, on voyait cette femme qui se baignait dans la vague, où le geste est tout à fait différent, on se protège beaucoup plus, et on a la main presque qui protège le visage, comme ça. Et donc il va jouer de cela, il va appeler ça Ondine, et il va, pendant plusieurs mois, suivant différents supports, il va peindre ce corps de femme, avec les cheveux roux. On le retrouve ici dans ce tableau, le tableau de Berkeley, avec d'ailleurs le petit biberon en faïence de Quimper qui servait à la fille de la financière de l'auberge. On retrouve un grand tableau, une autre version. Ici, dans un autoportrait du musée Pouchkine, on retrouve aussi la femme par derrière. Donc il y a d'autres tableaux qui ont été peints et qui sont perdus. Il va décliner ça
encore sous forme d'éventail, sous forme de dessin, sous forme de bois sculpté, comme on le voit ici, toujours le thème de la femme comme ça qui affronte les éléments, avec des recompositions de symboliques totalement différents. Et donc ce thème qui est né à Pont-Aven, qui a connu une forme d'évolution au Pouldu avec l'affrontement de la vague, ça va continuer plus loin parce qu'on va le retrouver, donc c'est ce thème au départ à Pont-Aven, et on va le retrouver à Tahiti dans ce tableau des années 94, 95, etc. Donc ça montre comment Gauguin s'est approprié des éléments comme ça, et que finalement c'est grâce au dessin, grâce à ces petits carnets qu'il a, et en même temps on a l'impression qu'il s'est constitué un répertoire de formes dessinées, mais aussi en même temps de sujets humains, et qu'il va comme ça multiplier. Et de la même façon, il va agencer une sorte sans cesse de combinaison. Il va reprendre cette femme que vous voyez ici, hein, qui est là sous la forme le catalogue de l'exposition Volpini de 1889, qu'on retrouve là, qu'on va retrouver ici dans un bois des années 1900 aux Marquises. Donc c'est inversé parce que ça a été imprimé. Il va jouer sur un paysage qu'il appelle les Rochers Noirs, et puis sur une autre femme qui dérive d'une momie du Musée de l'Homme qu'il avait observée à l'exposition universelle de 89 et qu'il avait marquée, qu'on va retrouver à la fin dans Où sommes-nous, qui sommes-nous, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, etc. Et puis, donc il va combiner sans arrêt des formes comme cela, avec parfois, il reprend les rochers noirs, mais là, il y a une forme, un rocher qui a une forme anthropomorphe, c'est-à-dire dans la forme du rocher, on trouve des yeux, un visage, et là, on trouve un avant-bras. Donc, il va inventer comme ça des formes. C'est une inventivité qui est totalement presque désarmante, parce qu'on a du mal même à comprendre ce genre de forme qui est très en avance. On a envie de penser aux surréalistes 30 ans plus tard, qui jouent comme ça des effets de formes humaines qui apparaissent dans des éléments, dans des façons de traiter la végétation. Et donc, il va reprendre des formes. Cette momie du Musée de l'Homme va se retrouver sous la forme d'Ève, avec une thématique liée au serpent que l'on voit derrière. Et donc, c'est presque sans fin. Si vous voulez. Cette Ève combinée, là, isolée, va se retrouver avec une autre femme qui est certainement un modèle dessiné à Paris, qu'on retrouve. On distingue bien les modèles du type de gars utilisés à Paris, et puis mais qui datent de cet hiver 86. Là, on est en 90, et ils combinent l'ensemble pour former une évocation de la vie et de la mort. Là, c'est le fameux tableau du musée du Caire, où ils recombinent, c'est-à-dire ce sont les mêmes rochers, c'est la femme que l'on voyait, la femme rousse que l'on trouvait aussi dans d'autres œuvres, et puis cette femme qui est à la fois Ève, mais aussi le symbole de la mort qu'on retrouve, donc c'est la vie et la mort, et donc ils jouent là-dessus. Ce sont des combinaisons sans arrêt, et qu'on retrouve à travers la nouvelle combinaison. On retrouve l'Ève qui est là, la femme qui se mord la main et qui va se jeter dans les flots, qu'on retrouve là, rousse, et puis le personnage de Meyer de Haan, qui était son camarade hollandais, qui était un peintre hollandais qui avait un début de carrière assez riche aux Pays-Bas, et qui à un moment a découvert l'art moderne. Le hasard a fait qu'il s'est retrouvé en locataire chez Theo van Gogh quand Vincent était parti à Arles. Il y avait une chambre de vide, et là il a découvert tout d'un coup la peinture moderne. Finalement, il a demandé à Gauguin de lui apprendre la technique en impressionnisme. Il est venu au Pouldu, et au départ, les relations étaient bonnes, mais il y avait Marie-Henri, dit de Marie Poupée, qui était entre les deux, et finalement Marie-Henri a choisi Meyer de Haan, qui était quelqu'un de difforme, qui avait une tuberculose osseuse et autres, et Gauguin a été évidemment à partir de ce moment-là, il a considéré que son camarade est une sorte d'être maléfique, et on va voir comment, à partir de représentations, on voit son camarade, là c'est la petite Mimi, la fille de Marie-Henri qui est là. Progressivement, là il voit Meyer de Haan qui est un peu obsédé par les ouvrages qu'il est en train de lire, et puis finalement il va sculpter le personnage avec un coq sur la tête. C'est à la fois parce que de Haan veut dire c'est coq en allemand et en hollandais, mais en même temps il le montre un peu d'une manière un peu monstrueuse, et puis ça va devenir là une sorte d'image comme ça, et qu'on va retrouver très, très loin, c'est-à-dire
on va retrouver dans cette image, dans les fameux contes barbares, le tableau du musée des Scènes que vous connaissez tous, là aussi sans signification, c'est-à-dire ça veut dire quoi, conte barbare, ça veut dire quoi, ces deux femmes, mais chez Gauguin il y a toujours quelque chose, et on ne sait pas finalement. On ne sait pas, c'est le mal qui est derrière, c'est un être maléfique, c'est un être malsain, qui est le symbole du malheur, qui est le symbole du côté antinaturel qu'on voit là, qui se mange la main, avec sa petite calotte qui utilisait les familles juives hollandaises, qui est là, les yeux presque hallucinés qu'on retrouve dans cette œuvre-là, sont des yeux finalement d'animal, sont des yeux de reptiles, hein, c'est totalement inhumain. Il appelle ça Nirvana, le titre de l'œuvre c'est Nirvana, et on a du mal évidemment à comprendre le sens de telle composition. Et donc Gauguin sans arrêt déroule ses thèmes en récupérant jusqu'à la fin de sa vie, qui s'est achevée prématurément. On retrouve un dessin qui est fait à Tahiti, aux Marquises plutôt, parce que le tableau Les Contes barbares date de 1902. Et finalement, on a l'impression que ça va continuer comme ça. Ce qui est important dans les dessins de Bretagne, évidemment, je plaide ma paroisse, mais il faut savoir que dès l'annonce de sa mort en 1903, l'accent a été mis, tout a été fait pour mettre en avant les œuvres océaniennes. D'ailleurs, ses amis disaient, lui, il faut surtout pas revenir parce qu'il se crée une sorte de mythe comme ça. L'homme seul, il avait 55 ans, qui meurt aux antipodes, complètement isolé dans une île, qui a fait des tableaux où personne ne comprend absolument rien au tableau, enfin qui vit comme ça au milieu de jeunes filles. Enfin bon, il y a une sorte de mythe s'est créé quelques années avant sa mort, et finalement et donc il meurt là-bas. Aussitôt les marchands s'empressent d'acheter les œuvres, et ce sont les œuvres de Tahiti des Marquises qui vont l'emporter évidemment, et qui vont susciter immédiatement après sa mort, quelques semaines après, des spéculations absolument délirantes en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Ce qui fait que les tableaux vont partir d'ailleurs très très vite, et finalement les œuvres bretonnes sont très peu vont compter beaucoup moins pour plusieurs raisons. D'abord, elles sont mobilisées. Hein, la plupart des tableaux partaient chez Met à Copenhague, et donc de là, elle essayait d'en vendre dans des familles, mais ce qui fait qu'il y a des belles collections au Danemark, mais aussi en Suède, en Norvège, etc. Et donc en Allemagne. Et d'autre part, Vollard, qui était son marchand, spéculait en gardant les toiles, et il mettait en premier les toiles qui suscitait beaucoup d'intérêt, etc. Donc les toiles de Tahiti. Et finalement, la période bretonne a été très, très mal comprise parce que c'était compliqué. Il est venu à 5 reprises. Entre-temps, il est parti à Panama, la Martinique, il est revenu, il est parti à Tahiti, il est revenu, il est reparti il est revenu en Bretagne, deux années, c'est sans arrêt comme ça, il est reparti, c'est sans arrêt des allers-retours, et les gens n'ont pas, les amateurs ou les critiques d'art n'ont pas compris, et surtout n'ont pas perçu combien il avait forgé son œuvre future. Et j'aurais pu développer encore beaucoup d'autres approches. Il y a ce thème, par exemple, ce thème des bœufs dans le village. Simplement, c'est des vaches qui passent dans le village de Pont-Aven. On reconnaît l'église, on reconnaît les chaumières qui sont là, on sait exactement situer. Ça s'appelle le champ de roue de l'Olichon. Il y a encore des restes de chaumières qui sont là. Enfin bon, tout ça, c'est bien connu. Mais à partir d'un tableau comme cela, il va peindre ça à Tahiti, aux Marquises à la fin de sa vie, et il va graver des œuvres. Alors, qu'est-ce qu'on distingue? On retrouve ici la Pietà du calvaire de Nison, qui est là, dans une niche qui est en fait empruntée au temple des niches sculptées du temple de Borobudur. Il va prendre en fait des bœufs égyptiens, parce qu'il a des reproductions de fresques égyptiennes anciennes, et donc il va dessiner non pas des bœufs, des vaches pinoires ou autres, mais des bœufs égyptiens, et de la même façon, là, on les retrouve, etc. Et donc là, dans ce tableau, on va retrouver, et là, la scène, c'est une scène donc copiée d'après des reproductions qu'il avait de temples hindous, avec ces bœufs égyptiens, tout ça dans des personnages bretons, etc. Évidemment, les gens ne comprennent absolument pas. Et la preuve, d'ailleurs, ce n'est pas ce tableau-là, mais un autre tableau comme ça de neige de Pont-Aven, qui a été présenté
à la vente après décès de Gauguin, on a tout ramassé ce qu'il y avait à Ivaoa, ça a été vendu à Tahiti. Et comme personne ne savait ce que c'était la neige, ils ont mis le tableau à l'envers. Et ils l'ont appelé la chute du Niagara, parce que ça formait comme ça des sortes de grandes traînées blanches sur les toits de chaume, etc. Et Ségalin l'a acheté à ce moment-là, c'est le tableau d'Orsay. Et donc, et j'en termine pour vous dire que la Bretagne, finalement, lui a apporté beaucoup, des moments, certainement, où il y a eu des moments quand même d'apaisement, pour des raisons matérielles et autres, en particulier un moment au Pouldu. Ça lui a apporté aussi des sources d'inspiration. Il n'a jamais voulu en parler. Quand il revient en 94, 93, il va écrire Ivaoa, il va écrire des souvenirs de Tahiti pour expliquer sa peinture. Il a besoin d'expliquer, de faire comprendre sa peinture, parce que les thèmes sont tellement différents. Puis pour la Bretagne, jamais il n'a écrit finalement sur les pratiques culturelles, les pratiques religieuses, sur la vie quotidienne et autres, jamais. Mais on a l'impression qu'il a trouvé et ce qui fait pour moi la force de cette peinture, de cette période bretonne et des dessins qui sont vraiment la base. Il a trouvé en Bretagne toute une série d'approches multiples comme ça, suivant les différents matériaux qu'il va utiliser après et qui sont vraiment l'expression de son génie, de son originalité, etc. Et il était très conscient finalement de l'avancée des choses, c'est-à-dire il savait qu'à un moment la Bretagne n'intéressait plus, il fallait étonner encore plus. Il savait qu'il était complètement conscient que il fallait trouver des sujets totalement nouveaux pour impressionner les gens, et donc sa démarche après la Martinique, ça avait été ça. Et il savait qu'en Bretagne, ça n'avait pas assez étonné les gens, parce qu'il y avait tellement de peintres qui étaient venus auparavant que les amateurs parisiens, finalement, en avaient un peu assez des petites bergères bretonnes, et lui, donc, il savait qu'il fallait qu'il aille ailleurs pour pouvoir intéresser et surprendre les gens. Et donc la Bretagne n'a été qu'une période, il n'a jamais donc écrit dessus, mais on sait combien par l'utilisation de ces thèmes, par l'approfondissement, et puis aussi par ces inventions très formelles tout de suite. La vision du sermon, c'est le tableau fondateur de tout le symbolisme pictural, c'est le tableau fondateur de ce qu'on appelle le synthétisme, et c'est le tableau fondateur de toute une partie du XXe siècle. On dit souvent l'art du XXe siècle est né à Pont-Aven en septembre 1888, et donc on s'aperçoit que ce n'est pas seulement par cette invention formelle, mais aussi par sa capacité à manipuler les choses, à déformer, comme disait Jarry, à jouer des éléments et à introduire des thèmes, et qui sont encore, de nos jours, qui demeurent encore secrets. Voilà, j'étais un peu rapide, un peu long, mais je vous remercie. Et je suis à votre disposition, évidemment. Oui, je vais essayer de faire marcher le deuxième micro, si vous voulez poser des questions et qu'on entende vos questions. Donc merci beaucoup. Voilà, s'il y a des questions, le micro va bien marcher en plus, donc on entendra même votre question. J'étais toute fière d'avoir réussi à faire marcher la technique. Donc il reste finalement relativement peu de dessins. C'est lié sans doute aussi à sa vie très, très précaire, parce que c'est compliqué de conserver des choses comme ça quand on voyage. Enfin, donc il y a quelques carnets qui sont restés intacts, très peu. Il y a des carnets qui ont été démembrés, donc on retrouve. Il y a quelques faux évidemment qui traînent. Et il y a, mais l'intérêt de ma démarche, ça modestement, c'était d'essayer de mettre en perspective, c'est-à-dire de voir comment il tirait comme ça, comment il manipulait les choses, comment il passait d'un support à un autre. Et c'était une forme de vie. On dit Gauguin avait toujours un canif, et donc quand il dessinait pas, quand il peignait pas, il sculptait un morceau de bois. Quand on n'avait plus un sou pour dessiner ou pour peindre, parce qu'il faut quand même des crayons ou du papier, il sculptait, parce qu'un canif, ça coûte, il en avait un ne serait-ce que pour couper son pain, et donc il sculptait sans arrêt tout ce qui tombait comme ça. Mais en même temps, on s'aperçoit que la démarche est beaucoup plus profonde. C'est pas simplement le plaisir de faire une petite sculpture anecdotique ou pittoresque, mais c'était vraiment à chaque fois, on a l'impression qu'il était habité par des thèmes qui étaient des thèmes plutôt du domaine du métaphysique, la vie et la mort, Nirvana, les contes barbares, comme le montrent les différents titres. Et donc, il avait cela sans arrêt au fond de lui-même, et qu'il démultipliait comme ça, sans arrêt, ces différents thèmes, suivant les techniques qui s'offraient à lui aux différents moments. Peut-être moi j'aurais une toute petite
que vous avez abordé plein d'aspects. Enfin, je trouve que vous avez montré une lecture différente des œuvres de Gauguin qu'on connaît, nous, souvent effectivement par les peintures, pas trop par les dessins, et nous montrer un peu comment ça se construit, comment il avance, etc. Et vous avez fait une petite allusion sur la fin de sa vie à la manière dont son œuvre a été vendue, et peut-être aussi pourriez-vous compléter en nous parlant un petit peu de comment, de son vivant, il vendait ses œuvres, parce que vous avez dit qu'il vivait à crédit en Bretagne, et donc ça veut dire qu'à un moment, il parvenait à en vendre de son vivant également. Donc pendant tout le début de sa carrière, l'argent partait, les tableaux partaient donc à Copenhague. Sa femme qui vendait dans la bourgeoisie qu'elle fréquentait, etc. Un moment, à partir de 87, c'est Theo van Gogh, le frère de Vincent, qui avait une galerie, on va dire, d'art moderne, une succursale de la galerie Goupil, et qui lui vendait vraiment, il vendait tous les grands, les impressionnistes, les Cézanne, son frère évidemment, Vincent, etc. Et ça marchait. Malheureusement, Théo est mort très peu de temps après son frère. Bon. Et donc, Gauguin s'est retrouvé sans marchand à ce moment-là. Il a fait quelques... une des solutions pour partir, c'était de faire des ventes aux enchères assez bien orchestrées, où il vendait à peu près la moitié, etc. Donc en 91, et il a fait un peu d'argent, ça lui a permis de partir là-bas. En général, quand il partait à Tahiti ou en Bretagne, il avait l'argent du train ou du bateau aller, et puis rien d'autre. Hein, il faut pas se faire d'illusions. Et donc, quand il est parti la première fois à Tahiti, il savait qu'il reviendrait. C'est-à-dire, il savait pertinemment qu'il fallait qu'il ça avait été il y a eu plusieurs solutions. C'était soit retourner à la Martinique, soit Madagascar, soit le Tonkin, soit Tahiti. C'était un peu en fonction des offres proposées par l'État français qui voulait aider à la colonisation de ces pays et donc faciliter l'installation de gens. Et donc il a réussi. Il est parti finalement pour Tahiti, mais en sachant qu'il fallait qu'il accumule au maximum les œuvres, les dessins préparatoires, et qu'il fallait surprendre finalement. Il fallait il était très très conscient de ce qu'il pouvait apporter comme ça. Et quand il revient en 93, aussitôt il organise une grande exposition. Il édite donc l'ancien culte maori, Noa Noa, etc. Il est assez fort pour finalement faire une sorte de communication, etc. Alors ça marche pas. Et là il va se retrouver finalement sans marchand. Et quand il repart, il a une période comme assez favorable en 94. Malheureusement, il lui arrive des tas d'ennuis. Il se fait casser la gueule casser plutôt la jambe par des pêcheurs à Concarneau. Enfin bon, il a une détestation de la civilisation occidentale. Il perd son procès contre Marie-Henri qui lui a piqué 20 tableaux, 25 tableaux, 20 dessins, 3 sculptures, etc. Bref. Et donc il repart là-bas en 94. Et là, vraiment, il sait qu'il ne reviendra pas. Et donc il met en place une série comme ça de gens qui sont chargés plus ou moins de vendre ces tableaux, et donc la correspondance est faite d'innombrables. Je n'ai pas reçu le mandat, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il m'a dit qu'il allait le vendre. Enfin, c'est uniquement ça. Et puis il se méfie beaucoup des marchands qui sont apparus comme Vollard, et puis qui ont commencé à chasser ces tableaux et les tableaux anciens, etc. Et donc et chaque mandat, la vie est absolument épouvantable à Tahiti. Il crève pratiquement tout le temps. Alors il y a des moments où ça va un peu mieux, mais comme la vie ne coûte pas cher, il va construire une case à Ivaoa, il va réussir à avoir un peu d'argent et autres. Il va même réussir à acheter un harmonium, etc. Mais il y a d'autres moments où il a vraiment rien et il vit simplement de ce qu'il y a dans la nature, etc. Et puis donc on a beaucoup raconté et en particulier au moment de ce film qui est sorti récemment, des choses épouvantables, disant qu'il se droguait ou autres, etc. Enfin bon, le pauvre Gauguin, il avait attrapé la syphilis en 91, j'étais pas là, mais je sais que c'était en 91. Et puis il a traîné toute sa vie cette blessure de Concarneau, la malaria, la fièvre jaune de Panama, etc. Et puis là, il vivait dans des conditions épouvantables, enfin effrayantes. Et la morphine était là simplement pour l'aider un peu à supporter ses souffrances. Enfin bon, et donc on a dit beaucoup de choses qui m'agacent beaucoup. Comment, pardon?
La fin de Gauguin. Là, pardon. L'absinthe. L'absinthe. Oui, mais bon. Est-ce que ça déformait les couleurs? Non, et, il buvait comme les autres, quoi, si vous voulez. Quand on est, si on est ivre-mort, on ne peut pas peindre comme ça. C'est quelqu'un qui avait une stratégie de... Évidemment, il picolait quand il faisait la fête parfois, etc. Mais c'est quelqu'un qui avait une telle volonté de travailler, de mener à bien son travail, une telle énergie. Si vous voulez, quand on a cette énergie-là, on va au bout de sa démarche. Il sait parfois il fait des choses qui sont absolument invendables, mais il continue quand même parce que ça participe à l'élaboration, à ses recherches, à l'élaboration de son œuvre et autres. Et donc, c'est comment dire... c'est pas grand chose, tout ça c'est pas grand chose. On voit l'énergie quand on le compare à Vincent Van Gogh. Lui là, il sait où il va aller, il est totalement sûr, tout est calculé, sa démarche est précise. Là, quand il est à Arles, simplement c'est parce que Théo Van Gogh lui prend en charge sa pension. Il est pas très content de partir là-bas. Il n'aime pas d'ailleurs, il n'a pas du tout aimé Arles. Il se méfie beaucoup de Van Gogh avec lequel il n'a pas de grande relation. Ce qu'il veut simplement, c'est il attend de pouvoir créer, de vendre ses tableaux au Salon des Vins au printemps suivant, et puis de repartir à la Martinique, c'est tout. Ce sont des stratégies comme ça très très précises, pas très. Il est tout seul, il n'a pas beaucoup de relations, pas beaucoup d'amis, et il avance dans sa démarche. Et donc c'est pas l'alcool qui, évidemment, il boit comme beaucoup de gens. Enfin, peu importe, c'est pas très grave tout ça. C'est pas très. Enfin, ça joue pas. Par rapport à sa démarche, qui est beaucoup plus volontaire, etc. Si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous proposer un petit moment de dédicace. La librairie Le Pain des Rêves est présente ce soir, et si vous voulez poursuivre un petit peu, André Sardo est prêt à vous accueillir. Je crois que mon micro s'est arrêté, donc voilà, ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, merci André Sardo pour ces éléments. Donc avant cet ouvrage qui met en relation donc les dessins et les peintures, les céramiques et autres, etc., y compris la Martinique et Tahiti à la fin, etc. Donc j'avais écrit un très gros livre, une sorte de gros livre de synthèse, édité aussi chez Azan, gros pavé sur l'école de Pont-Aven, Gauguin mettant tout en perspective, les autres artistes, évidemment, les différents séjours, les différents lieux et autres. Donc c'est un très gros livre paru il y a 2 ans. Et puis j'ai décliné ensuite des 2 petits ouvrages sur le Pont-Aven d'un côté et les peintres au Pouldu de l'autre côté, qui sont parus chez Cobreis et qui sont qui déclinent autrement. Voilà. Et donc ça m'a permis l'histoire de l'art, et vous savez, on réinvente sans arrêt, etc. Et en particulier de beaucoup plus apprécier la venue de Gauguin au Pouldu. C'est une étape beaucoup plus importante qu'il ne paraît. Il n'est pas venu comme ça. Et je suis parti, en fait, j'ai travaillé sur la réalité du Pouldu au moment de Gauguin, à travers des photographies anciennes, à travers des plans de cadastres, des témoignages de voyageurs et autres. Et on s'est aperçu que, en fait, pourquoi le Pouldu, c'est qu'il avait trouvé vraiment un endroit totalement préservé, avec simplement quelques hameaux, une population qui n'était pas du tout à l'affût du commerce comme au Pouldu, à Pont-Aven. À Pont-Aven, vous savez, il y avait 100 peintres, ça grouillait de peintres, il y avait des touristes, l'ambiance était plutôt détestable. Là, vraiment, tout le monde était alcoolisé. Vous savez, le principal loisir des peintres, c'était, en fait, ils étaient tous devant les auberges, là, le soir, et ils peignaient des oies. Ils mettaient des couleurs comme ça, et puis ils enivraient les oies, ils donnaient des cerises à l'eau de vie. Donc les oies étaient ivres-mortes, et elles titubaient dans les rues, et ils faisaient des courses comme ça. Voilà, ils faisaient des paris. C'était ça la grande activité intellectuelle, culturelle de Pont-Aven. Et au contraire, au Pouldu, il va se trouver, au contact des éléments, il y a des très très belles lettres, des très belles phrases dans des lettres où il parle des éléments comme ça. Il est au-dessus, il y a des orages en mer, il domine la mer, il va s'approprier des formes totalement différentes dans l'espace, à cause des falaises, à cause des plages et autres. Et là, c'est un moment vraiment très très important où il s'approprie la Bretagne sans tomber dans le folklore, sans tomber dans les petites scènes prédigérées, prépeintes comme on voyait à Pont-Aven. C'est totalement différent. Et là,
il vient en 87, en 86, il revient en 88 2 fois, il revient en 89 longuement, en 90 longuement. C'est pas pour rien, il va revenir en 94. C'est vraiment le Poulduc qui est plus important finalement, même si la Vision du Sermon, même si la Belle Angèle, même si le Christ jaune ont été peints à Pont-Aven, c'est vraiment au Poulduc. Là, il va décliner au maximum les nouveaux thèmes, souvent très compliqués, qu'on a du mal à percevoir maintenant, et il va s'ouvrir sur d'autres finalement approches plus métaphysiques, et qui sont finalement ce qui le caractérise par rapport à tous les paysagistes ou peintres de sa génération.